Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Théa. Alors, c'est reparti. Notre émission est destinée à promouvoir la lecture, la culture littéraire, la littérature. Alors, nous recevons tout genre, romans, poésie, essais, autobiographie. Voilà, donc c'est assez vaste comme sujet. Alors, aujourd'hui, nous avons donc un nouvel invité. Il s'agit de Monsieur Joseph Tonda, qui va en quelque sorte nous faire un petit cours magistral par rapport à son essai. Vous comprendrez. Nous allons donc parler de l'afro-dystopie. Voilà. Alors, bonjour Monsieur Tonda. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur Parlons de livres. Pour moi, c'est assez spécial aujourd'hui parce que je me suis délectée de votre livre, mais en même temps, les questions se sont, voilà, j'ai besoin d'éclaircissement et je crois que les auditeurs, les personnes qui nous regardent, qui ont déjà lu le livre ou qui aimeraient découvrir le livre, seront ravis parce que vous allez nous édifier sur les différents thèmes abordés dans le livre. Mais avant donc de parler de afro-dystopie, la vie dans le rêve d'autrui, Monsieur Joseph Tonda, je vais vous demander de vous présenter aux auditeurs. Oui, je suis, évidemment, le nom c'est celui que vous avez donné. Je suis Joseph Tonda, je suis professeur de sociologie et d'anthropologie et j'ai écrit et publié 2 romans. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça a freiné un peu le rythme de production des essais de sociologie et d'anthropologie. Et j'enseigne à l'université Omar Bongo de Libreville après avoir enseigné à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville pendant 12 ans. Et je suis parti de Brazzaville en 1997 suite à la guerre qui a brûlé le Congo au cours des années 1997. Je suis né au Gabon d'une mère gabonaise et d'un père congolais. Donc voilà, ma vie se partage entre le Congo, le Gabon et l'Occident, l'Europe, puisque quand même, ça fait beaucoup d'années déjà que je viens, d'abord des années d'études et puis des années professionnelles entre l'Europe, l'Afrique, un peu les États-Unis, très rapidement, mais enfin disons c'est plutôt entre l'Europe et l'Afrique. Ah oui, mais super. Écoutez, Monsieur Tonda, afro-dystopie. Un régal. J'ai vraiment passé un bon moment là-dedans parce que je suis repartie à la fac, si vous voulez, à la faculté. Afro-dystopie. Déjà, dystopie, le terme j'entends pas. Dystopie, pour moi, c'est quoi? C'est une anormalité, c'est une vie imaginaire. Enfin, on vit dans quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas pratique, quelque chose de pas bien en fait. Oui. Alors, afro-dystopie. Oui. Vous allez nous éclairer là-dessus. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par afro-dystopie? La vie dans le rêve d'autrui. D'accord. Alors pour comprendre ce que j'ai voulu mettre dans ce titre, effectivement, qui s'ajoute à d'autres titres qui portent sur Afro. Il y a eu Afrotopia de Felwine Sarr, bien avant Afrodystopie. Il y a d'autres ouvrages, je crois que... Enfin, il y a un certain nombre d'ouvrages et de concepts qui tournent autour d'Afro. Apparemment, nous sommes dans une phase très, très Afro, qui vient très tard, bien sûr, après la coiffure Afro des années 60-70. Alors, dans Afrodystopie, il y a la dystopie, mais la dystopie s'oppose à autre chose qui s'appelle l'utopie. Le concept a été forgé d'utopie, commençant par ce à quoi s'oppose l'utopie, ce à quoi s'oppose la dystopie, c'est l'utopie. Et l'utopie, le concept a été forgé par Thomas More. Thomas More qui décrit cette île utopique
raconté par un personnage qui s'appelle Iclodé. Et je retiendrai juste une chose qui va nous permettre de bien comprendre ce dont il est question dans ce livre. Quand je parle de valeur, d'argent, etc., etc. Alors, dans le livre de Thomas More, il y a une étrangeté que très peu de personnes, de lecteurs, ont remarqué. Je ne sais pas pourquoi. En utopie, donc dans ce monde décrit par Thomas More et raconté par Iclodé, c'est un Portugais, eh bien, en utopie, il n'y a pas d'argent. Ou là, il y a de l'argent, et il y a de l'argent, il y a de l'or, mais ce sont les infâmes, tous ceux qui sont des êtres qui se situent sur le banc de la société, des prisonniers, des truands, des voleurs, des assassins, ce sont eux qui sont couverts d'or et d'argent. C'est tout s'explique, tout part de là. En utopie, l'or et l'argent sont maudits. L'or et l'argent sont pour des infâmes. L'or et l'argent sont pour des gens qui ne comptent pas. Vous savez, il y a un terme bantou pour qualifier, pour désigner le blanc, c'est-à-dire l'européen, l'occidental, c'est Ntanga. Bon, ça, il y a des modulations. Tanga ou Tangani au Gabon. Tout ça, ça tourne autour de compter. Donc, le blanc, c'est l'homme ou la femme qui compte, au sens de valeur. Et donc, en utopie, l'homme et la femme qui comptent, et donc qui ont de la valeur, sont ceux qui ne sont pas couverts d'or et d'argent. L'argent et l'or couvrent. Il y a des bijoux, il y a tout un ensemble de choses qui sont faites en or et en argent. Il y a l'argent lui-même, mais ça concerne les infâmes, ceux qui n'ont pas de valeur. Vous vous rendez compte de la critique radicale du capitalisme qui est faite dès le XVIe siècle par Thomas More. Et Thomas More, comme il était un Anglais, il imagine ce monde sans argent, sans or, en opposition au monde réel du capitalisme en cours de formation, en cours le capitalisme qui est en train de prendre naissance en Occident, et notamment en Grande-Bretagne et en Angleterre. Et donc, la dystopie, c'est en fait l'Angleterre réelle. La dystopie, c'est l'Angleterre réelle. Et le monde idéal, le monde rêvé par Thomas More, le monde qui serait une espèce de paradis, c'est utopie. Mais c'est un lieu de nulle part. L'utopie, la définition de l'utopie, c'est un lieu de nulle part. Un lieu qui n'existe nulle part, que l'on ne trouve sur aucune carte. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'étrange. Une autre étrangeté concerne maintenant l'Afrique. Et jusqu'à présent, mais vous savez, moi, j'ai peut-être des limites et des limitations. J'ai cherché sur les maps monde, je n'ai pas trouvé le continent noir. Et pourtant, tout le monde parle du continent noir, y compris Ballandier, des grands auteurs, le continent noir. Et je n'ai nulle part trouvé sur une carte, sur une map monde, le continent noir. Donc il existe comme une utopie. Et pourtant, on en parle comme quelque chose de réel. On décrit des Africains, on décrit des Noirs, on décrit des Nègres, on décrit des hommes naturels qui habiteraient ce continent noir. Donc vous voyez, ce continent noir qui est censé être l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, existe à la fois comme utopie et comme le contraire de l'utopie, puisque c'est ce qui caractérise ce continent noir, c'est que ceux qui vont le créer dans leur imaginaire, ceux qui vont rêver de ce continent noir, ils vont pour de l'aventure, pour la découverte. Et dans le royaume de Congo, c'est les missionnaires comme les esclavagistes, ils vont tous
se livrer à la traite négrière. Ceux qui sont y allés pour évangéliser, pour convertir, mais eux aussi vont se livrer à la traite négrière. Les missionnaires portugais et les autres vont se livrer à la traite négrière, au point que le royaume du Congo va se disloquer à cause de la traite négrière. C'est-à-dire que l'être humain congolais, enfin, Congo, en fait, ils ont dit Congo, mais il y avait d'autres contrées environnantes. Ces êtres humains qui ont été traqués, qui ont été poursuivis, qui ont été attrapés et amenés sur la côte, mis dans les cales des bateaux et qui vont être transformés en esclaves et vendus sur les marchés d'Amérique, eh bien, ces êtres humains vont perdre leur qualité d'humain. Ils vont devenir une chose, ils vont devenir des choses humaines. Et donc, ils vont perdre leur valeur humaine, mais en même temps, ils vont être cette énergie physique qui va produire la valeur. Et la valeur qui plus tard va constituer ce qu'on appelle le rêve américain. Mais le rêve américain est fait de la souffrance, est fait des malheurs, est fait de la déshumanisation de ceux qui ont été capturés, mis dans les caves, dans les cales, et qui ont été déshumanisés, et dont l'humanité va se concentrer désormais, va être transférée dans l'argent. Tous ces gens sont dans la course pour l'argent. Et la colonisation, après l'esclavage, la colonisation, le partage de l'Afrique s'est fait en 1885, c'est pour soi-disant faire le commerce en remplacement du commerce des hommes. Vous voyez, donc la question de la valeur humaine, la question de la valeur des choses, elle est au cœur de cette notion d'afro-dystopie, c'est-à-dire la dystopie africaine, c'est-à-dire le lieu du malheur. La définition, classique de la dystopie, c'est le lieu du malheur qui est en opposition au lieu du bonheur, mais de nulle part, qui est l'utopie. Et c'est ça, ce que signifie l'afro-dystopie. Oui, c'est vrai que c'est clair là. Ça, vraiment, c'est plus clair. Alors, la vie dans le rêve d'autrui. En lisant votre essai, l'analyse, je commence les premières pages. Alors, il y a quelque chose dans votre analyse, vous dites ceci, que des chefs d'État africains, quelque part, incarnent cette afro-dystopie. Alors, je vous demande de nous éclairer dans quelle mesure les chefs d'État africains sont les artisans de cette afro-dystopie. Alors l'exemple, merci beaucoup, l'exemple très simple qui est raconté au tout début du livre, je crois que c'est en introduction, c'est l'exemple du président Léon-Mba, mais je parle de Léon-Mba, j'aurais pu aussi parler du président David Dacko ou d'autres présidents, eh bien, qui vont être les premiers présidents africains dans cette partie subsaharienne du continent. Eh bien, comme Léon-Mba, quand il va à l'Élysée, eh bien, il va dire ceci: tout Gabonais a deux patries. Et pourtant, nous sommes le 22 mars 1961. Le Gabon est déjà indépendant. Mais voilà que le président d'une république indépendante déclare à l'Élysée que tout Gabonais a deux patries. Patrie, c'est bien patrie, le Gabon et la France. Et il ajoute, ce n'est pas là une fleur rhétorique, mais une vérité vivante, une vérité quotidienne. Alors vous voyez qu'il y a quelque chose quand même d'étrange, qu'un chef d'État africain puisse prononcer une telle phrase et qui, pour lui, traduit effectivement la réalité. C'est ça qui est intéressant. C'est en fait la franchise, l'honnêteté intellectuelle de cet homme-là et d'autres hommes comme David Dacko qui avait dit à peu près la même chose,
qui est intéressant ici, c'est cette honnêteté. Il se voit, lui et la population gabonaise, dont il va assurer le destin pendant un certain temps, avant malheureusement, il est mort un peu plus tôt, certainement qu'il aurait voulu vivre, bien sûr. Eh bien, il constate qu'en réalité, le Gabon, c'est une partie de la France. Que sans la France, le Gabon ne peut exister. Et les Gabonais ne peuvent exister comme réalité indépendante. Il y a comme une espèce de sœur siamoise entre deux républiques, la République française et la République gabonaise. La République française semble être, bien qu'étant une sœur siamoise, mais en même temps une sœur aînée, une maman, une mère. Et d'ailleurs, c'est la mère patrie. Et donc, cette façon de voir les choses, qui se traduit, qui s'exprime par ce discours de cet homme qui est honnête avec lui-même, qui est honnête avec la réalité, qui ne cherche pas à tricher avec la réalité, traduit effectivement la manière dont lui et beaucoup d'autres présidents africains de l'époque, y compris les populations, les évoluaient, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui avait été créé par la colonisation qui s'appelait les évolués, ceux-là même qui étaient des blancs équivoques, ils étaient noirs de peau, mais ils voulaient vivre à la manière blanche. Et d'ailleurs, il y avait une espèce de test qu'on leur faisait passer, des preuves pour montrer que vraiment, ils sont réellement. Mais les colons ne les prenaient pas au sérieux. C'est de la singerie. Et donc, le rêve du colonisateur, c'est quoi? Le rêve du colonisateur, c'est de créer cet être qui va fonctionner suivant son rêve à lui, le rêve du colonisateur. Le rêve du colonisateur, c'est de faire de ce pays, des pays africains, des États africains, des États qui vont fonctionner suivant la manière dont ils rêvent. Ce sont suivant comme des possessions. Ce sont des possessions. Et d'ailleurs, c'est l'autre terme colonial pour parler de la colonie, ce sont nos possessions. Ce sont les possessions. Alors, elles sont possédées par quoi ces possessions? Elles sont possédées par des esprits. Vous savez que lorsque un être humain est possédé, il est possédé par des esprits. Et le blanc, justement, est un esprit dans l'imaginaire, son propre imaginaire, comme dans l'imaginaire de celui qui va le recevoir chez lui. Il reçoit cet être qui est blanc avec des cheveux raides, qui correspond à un revenant, à un esprit, justement. Et donc, c'est cette ambiguïté, c'est ce rapport trouble entre le blanc et le noir qui va chercher, du fait de la puissance coloniale, idéologique coloniale, qui va intérioriser tous les qualificatifs déshumanisants, macaques, singes, etc., que l'on retrouve encore ici dans les stades. Quand il y a des matchs en France, on crie, les Européens deviennent des singes, c'est-à-dire ils crient. C'est eux qui crient comme des singes, c'est eux qui mangent des bananes comme des singes, et qui jettent ces bananes, ces peaux de bananes sur d'autres singes que eux ils voient. Parce qu'il n'y a qu'un singe qui voit dans un être humain un autre singe. Donc, des Européens dans les stades qui se croient humains, en réalité, qui voient des êtres humains comme des singes, en réalité, c'est eux des singes, et qui se donnent l'illusion d'optique culturaliste de voir des êtres humains comme des singes. Et donc, voilà la situation très complexe, très ambiguë de la vie des Africains, des chefs d'État africains, dans le rêve du colon, dans le rêve du colonisateur qui les voit comme des êtres inférieurs, des êtres naturels, l'homme naturel. Vous vous rendez compte? Et pour comprendre tout le caractère étrange, j'insiste beaucoup sur cette notion d'étrange, c'est que eux-mêmes, les auteurs occidentaux d'aujourd'hui, et d'autres, racontent bien dans la genèse du mot nature. Mais le mot nature est historique.
La nature est historique en Occident, parce qu'elle n'a toujours pas été comme ça. C'est-à-dire la séparation entre ce qui est censé être une nature et ce qui est censé être la société ou la culture, elle est historique. Et figurez-vous que les êtres humains, vous et moi, je vois que vous avez la même peau que moi, mais peut-être que je peux me tromper, on nous a considérés, nous et nos ancêtres, comme étant des naturels, c'est-à-dire des créations de la pensée occidentale qui a divisé le naturel du non naturel. Et je mettrai vos spectateurs au défi de trouver dans leur langue, les langues subsahariennes, un mot qui serait synonyme de nature, de naturel. Ça n'existe pas. La nature n'existe pas. Il y a la forêt, il y a le fleuve, il y a la pierre, il y a des animaux, mais cet ensemble n'est pas réuni sous un concept qui s'appelle nature. La nature a été créée pour être conquise, pour être transformée, pour être détruite, comme le capitalisme l'a détruit aujourd'hui. Nous sommes dans l'Anthropocène, cette menace, cette période dangereuse qui met radicalement en cause la vie sur la planète du fait de cette transformation du monde entre, d'un côté, l'humanité et de l'autre, l'inhumanité, la nature qui doit être transformée au profit de l'humain. Or, l'humain, pendant la période coloniale, c'est qui? L'humain, c'est l'Européen. Et le non-humain, l'animal, depuis la traite esclavagiste, c'est l'homme que l'on a dit noir. Parce que dans les langues africaines, il n'y avait pas de noir. C'était des êtres humains. Pour la sphère bantou, c'est les Bantous, les Bantous, il y a des déclinaisons, mais c'est des êtres humains. Ceux qui se définissaient eux-mêmes comme étant des êtres humains. Et ils vont être réellement traités comme des non-êtres humains, à cheval entre la chose et l'animal. Parce que quand ils sont capturés en Afrique et mis dans les bateaux, mais ce sont des choses humaines. Et quand ils arrivent sur le marché des esclaves, ils deviennent des animaux humains. On passe de la chose à l'animal. L'animal qui travaille dans la plantation et qui est traité comme tel. Et donc la dystopie africaine, c'est ce concept qui ramasse cette réalité, qui continue aujourd'hui, qui continue jusqu'aujourd'hui. Oui. Et donc, les chefs d'État africains, limités par leur monde, le monde dans lequel ils ont vécu, ils n'ont connu que ce monde-là, et ils en saisissent la réalité de ce monde, ils ne peuvent le voir que de la manière dont ils le vivent réellement. Ils savent que s'ils ne se positionnent pas en faveur ou avec ceux qui ont créé la dystopie africaine, mais on les élimine. Les Lumumba ont été éliminés, qui ont voulu sortir du rêve de Léopold II. Ils ont été éliminés. Les Sankara qui ont voulu sortir de ce rêve, ils ont été éliminés. D'autres ont été éliminés. Donc, par survie, par instinct de survie, on s'est dit, bon, ben écoutez, on va composer. Et vous voyez que Macron, quand il va au Burkina Faso, il y a une panne d'électricité, il demande, il tutoie le président du Burkina, il dit, bon, on va réparer la climatisation. C'est ça, le rêve colonial qui continue. De voir l'autre comme toujours étant un non-autre, c'est-à-dire quelque chose qui existe comme toujours un inférieur, quelque chose entre l'humain et l'animal et la chose. C'est ça la dystopie africaine, afro-dystopie. Oui, oui. Ah là là. Alors, là, on parle du cas Léomba. C'est vrai que ça date des années 60. On sortait à peine de la colonisation. On essaie de lui trouver des circonstances atténuantes en disant, bon, c'est pas évident, la démocratie se met en place en Afrique, on ne sait même pas c'est quoi la démocratie, voilà, cette époque, le terme démocratie, est-ce que c'est vraiment un terme africain, bantou? Bon, il rentre dans une nouvelle mouvance, c'est peut-être un petit peu compliqué pour lui, alors il fait ses déclarations à l'Élysée, mais les années évoluent quand même, le temps passe, alors je lis dans les années 90, ou peut-être 2000 déjà, le président qui succède à Léomba, il fait un mea culpa. Mea culpa de quoi? On se demande. Ah oui.
je vais vous dire le mea culpa de ce monsieur, c'est-à-dire monsieur Bongo. Mea culpa par rapport à quoi? Oui, alors, il dit, le 2 décembre 2007, précisément, il va faire cette déclaration, mais vraiment étrange encore, parce qu'elle traduit la réalité. Léomba avait dit la réalité. Bongo aussi va dire la réalité. Il dit ceci: j'ai toujours l'habitude de dire, Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Nous croyons en Dieu, mais Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe et il dit, amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Que Dieu bénisse le Gabon. Alors nous sommes le 2 décembre 2007, le président va mourir 2 années après, en 2009. Et là aussi, il raconte la réalité. La réalité d'une élite qui est soucieuse de quoi, cette élite? Cette élite qui a fait du Gabon ce que ne souhaitaient pas en réalité les populations gabonaises. Le Gabon, c'est un pays très très riche en ressources naturelles. Je voudrais juste un moment rappeler que, vous savez, dans le langage des entreprises et des administrations, on parle de ressources humaines. Les gens ne se rendent même pas compte de ce que le capitalisme, même aujourd'hui, dans la modernité pointue dans laquelle nous vivons, on considère encore des êtres humains comme des ressources. Une ressource, un être humain n'est pas une ressource. Et nous sommes des ressources dans les administrations, dans les entreprises. On est des ressources humaines, comme on a été des choses humaines. On a été des animaux humains. Ça continue. Et donc, quand dans les pays les plus développés, comme on dit, on parle encore de ressources humaines. Il y a des responsables des ressources humaines. Mais lui, il constate que les Gabonais ont traité leur pays comme étant des gens qui n'avaient aucune conscience de ce que ce pays était un pays qui leur appartient et qu'ils devaient en prendre soin comme quelque chose qui leur est trop cher. Ils n'ont pas d'autre pays, mais évidemment, Léomba avait dit qu'ils avaient deux patries. Et Bongo a dit, la France, c'est la locomotive, et puis le Gabon, c'est en fait la tête du train, et puis le Gabon, c'est le reste du train. Vous voyez, c'est toujours la même logique qui continue. Mais ces gens, on les condamne, on peut les condamner. Et on peut les critiquer. Moi, je les critique puisque je le dis. Dire, c'est critiquer. Révéler cela, c'est critiquer. Mais il faut comprendre dans quelle logique ces gens fonctionnent. Mais Bongo aussi, c'est celui-là qui dit, qui déclare que moi, lui, Bongo, il peut faire d'un ministre un chien et d'un chien un ministre. Sur quelle base il peut transformer un être humain en chien et d'un chien un ministre et le traiter en conséquence? Mais parce qu'il occupe la place structurelle, la place symbolique du blanc, la place symbolique du colon, la place symbolique de l'esclavagiste qui a toujours considéré l'autre comme un moins que rien, un animal ou une chose. Mais ça, c'est la vie, justement. Ça, c'est la conséquence de la vie des Africains, des Noirs, qui ont même revendiqué, vous vous rendez compte, on les a traités de nègres, c'est-à-dire de moins que rien. Et pourtant, c'est des gros cerveaux, de grands intellectuels qui ont tout mon respect. Le terme déshumanisant, le terme qui les dévalorise, ils ont transformé en terme positif la négritude. Bon, évidemment, ils voulaient faire de cela retourner la chose le stigmate contre celui qui l'a créé, mais ce n'est pas en revendiquant une injure. On vous dit que vous êtes un cochon, il dit oui, je suis le cochon et je vais travailler désormais, je vais militer pour la cochonnerie, pour la cochonnitude. Je pense que c'est... Mais bref, je ferme la parenthèse. Donc, pour dire que 2000, année 2000, comme Bongo dit cela,
il ne traduit que la réalité des rapports entre la France et le Gabon. Il ne traduit que la réalité. Il ne dit que la réalité. Donc, ils ont conscience, bien que le fait que l'on vive dans le rêve d'autrui, vous savez que lorsque nous vivons dans un rêve, on a toujours l'impression que le rêve, ce n'est pas notre propre création. On est en train de vivre quelque chose qui existe réellement, mais qui n'est pas créé par nous. Le rêve, c'est notre propre création. Et nous sommes là, soit en spectateur, soit en acteur dans le rêve, mais nous ne savons pas que nous sommes nous-mêmes le créateur de la réalité. Mais Bongo, dans la métaphore du rêve de la vie dans le rêve d'autrui, comme Léon Bas, ils ont une conscience de la réalité. Mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en réalité, des images vivantes. Parce qu'un rêve, nous avons affaire à des images. Des images qui se dissipent lorsque nous nous réveillons. Mais dans le rêve d'autrui, du colon, le rêve de l'esclavagiste, le rêve du colonialiste dans lequel vivent les Africains, ceux qui ont été appelés comme Africains et qui revendiquent ce titre d'Africain, ce nom d'Africain, ceux qui ont été assignés à l'identité de Noir et qui revendiquent cette identité de Noir, etc., etc., eh bien, nous vivons dans ce rêve et conformément, de manière, sans nous en rendre compte, mais nous ne sommes que des images vivantes du rêve d'un autre. Et plus grave, je vous ai entendu parler rapidement de valeur avant. Vous savez, qu'est-ce qui matérialise aujourd'hui dans le capitalisme depuis toujours, hein? Qu'est-ce qui matérialise tous les rêves? Tous les rêves sont matérialisés par une chose. Et cette chose, c'est l'argent. Vous avez cette chose et vous pouvez réaliser tous vos rêves. Si j'ai beaucoup d'argent, vous êtes aux États-Unis, je peux prendre mon avion et puis vous rejoindre dans quelques heures. Je suis avec vous aux États-Unis. Donc je réalise mon rêve. Je veux d'une belle blonde en France où je suis, je peux aller la trouver ou rechercher. Il suffit que je mette de l'argent. Je peux avoir une belle voiture, mon rêve va se réaliser. Donc tous les rêves sont matérialisés par l'argent et nous devenons des images vivantes de nos rêves qui ont été appropriés et matérialisés par cette chose. Donc, nous ne sommes pas en réalité les possesseurs, c'est elle qui nous possède. J'en profite, je vais lire justement un passage puisqu'on rentre dans cet argent, vous l'expliquez tout au long du livre d'ailleurs, ce qui matérialise ce rêve, c'est effectivement l'argent. Le capitalisme, l'argent. De Karl Marx, Karl Marx qui parle de l'argent. Alors, en page 83, on va parler un autre exemple de chef d'État africain qui justement incarne cette afrodystopie. Vous dites, nous retrouvons ce que dit Karl Marx sur l'argent, mais il y a plus. L'autre message subliminal donné à entendre ici est que la femme est comme l'argent, à la fois source de bonheur et de malheur. Nous verrons plus loin comment celui qui s'identifie à Dieu en créant un pays, un fleuve et l'argent, à savoir Mobutu, l'ex-président zaïrois, créateur du Zaïre, pays du fleuve Zaïre, donc, et de l'argent, renversa de fait la généalogie qui veut que ce soit des parents qui sont par définition des géniteurs et les enfants la progéniture. Or, le créateur du pays Zaïre, du fleuve Zaïre et de l'argent Zaïre devient à la fois père et le mari de sa mère et donc à la fois le père de son père et rival de ce dernier. Bref, vous le détaillez après. Et réalisa historiquement le mythe d'Œdipe, roi selon des proportions insoupçonnées par son créateur, y compris par le couple Ortigue qui envisagea l'Œdipe africain. Mobutu, pouvons-nous le dire, fut de ce point de vue un monstre, dans tous les sens que nous avons, vu plus haut. En fait, vous détaillez un petit peu cette partie dans le chapitre qui suit. Bref, c'est une parenthèse en fait, parce que justement c'est ça, vous dites, l'outil même de cette afrodystopie, quand on constate vraiment dans le cas, c'est ça, c'est l'argent, le capitalisme. Oui. Et
vous en venez, il y a 5, dans un chapitre de votre livre où vous prenez les exemples de 5 personnes, les vies de 5 personnes, voilà, vous les analysez. Quand on regarde, je voulais vous demander justement, quel est le point commun de ces personnes que vous avez analysées? D'accord. À des degrés différents. Moi, je suis tentée de vous poser la question, c'est plutôt sur Brigitte qui parle beaucoup de mari de nuit, de ci et ça, mais je vous laisse vous-même, voilà, nous expliquer, nous édifier. Le cas de Brigitte, on va y aller. Parce que finalement, ce livre, quelle est la genèse de ce livre? Parce qu'un livre a toujours une genèse. Il vient après le livre intitulé L'impérialisme postcolonial, critique la société des éblouissements. Alors, comme je suis sociologue, je suis anthropologue et puis écrivain, j'aime aller sur le terrain, rencontrer les gens, discuter avec les gens. Et donc, j'ai rencontré une femme comme Brigitte, qui est un personnage réel. C'est pas un personnage de fiction. C'est une femme réelle. Comme une autre, je viens de Louvain, j'ai fait un exposé sur d'autres femmes avec images à l'appui, puisque elles ont accepté que je puisse éventuellement projeter leurs images. Alors Brigitte, le cas de Brigitte est très intéressant, parce que c'est là que, à partir de là que je construis toute la théorie de la vie dans le rêve d'autrui. Parce que Brigitte, que raconte Brigitte? Brigitte dit, il y a quelque chose en elle, hein? Il y a quelque chose en elle dans la vie de Brigitte, qui s'éveille toutes les nuits, prend possession d'elle et la transforme en femme. Elle devient la femme de ce quelque chose en elle. Et ce quelque chose, quand j'ai fait l'analyse de tous les discours qui m'ont été, qui me sont toujours, puisque je suis toujours en contact avec ces femmes-là qui souffrent, et puis il y a quelques hommes aussi, je retiens 4 ou 5 caractéristiques qui définissent l'abstraction de cette chose-là. C'est une chose sans visage. On dit toujours qu'elle est masquée. On ne voit pas très bien, c'est flou. Mais même si le visage, c'est le visage de Tonda que vous voyez, attention, ce n'est qu'un masque. Parce que lui ne se présente pas avec son vrai visage, c'est une illusion. C'est donc son visage. Il est sans âge. C'est-à-dire sa vigueur sexuelle, c'est la vigueur de tous les âges. C'est-à-dire qu'il est tellement fort et la jouissance, l'orgasme qu'il prodigue à ces femmes qui sont en réalité ces choses dont il ne peut se séparer parce que elles sont liées à lui par la notion de pacte. Donc cet orgasme qu'il prodigue à ces femmes est un orgasme qu'aucun homme réel vivant du jour peut leur prodiguer. Donc, sans visage, sans âge, mais sans sexe aussi, sans genre. C'est-à-dire qu'une femme peut prodiguer avec son pénis de l'orgasme à une autre femme. Donc, ce sont dans le discours de mes interlocuteurs, on le dit aussi de mes enquêtés, elles disent que c'est ma tante qui vient la nuit me faire l'amour. C'est ma grand-mère. Bien évidemment, ce sont les grands-pères, ce sont les oncles. C'est aussi un homme qu'on a rencontré dans une boîte de nuit qui vous a donné de l'argent et vous prenez son argent, à ce moment-là, il se transforme, etc., etc. Bon. Donc, sans visage, sans âge, sans sexe, mais sans nombre aussi. C'est-à-dire, ils sont très nombreux dans le discours de mes interlocuteurs. Ils disent, mais ils sont très nombreux là-dedans. Et on ne sait pas très bien, parce qu'on sent qu'ils ne sont pas seuls. Sans visage, sans sexe, sans nombre, sans âge et sans nom. Ils n'ont pas de nom. Ils prennent tous les noms possibles. C'est le nom de l'oncle, le nom de Tonda, le nom de Marguerite, le même. Donc, ils sont tous là alpha. Donc, en réalité, ils symbolisent une abstraction. Et cette abstraction, c'est ce que Brigitte appelle la chose en elle. Cette chose qui, la nuit, se transforme en esclavagiste, en capitaliste qui profite de son étoile, de son énergie, etc., etc., et qui l'empêche de se marier. Aucun homme ne peut approcher Brigitte. Brigitte est obligée de se séparer de son mari.
Brigitte ne peut pas... Et il y en a comme ça plein de Brigitte qui se trouvent dans cette situation que je rencontre sur le terrain de mes enquêtes. Et donc, qu'est-ce qui, à partir de Brigitte, à partir d'Henriette, parce que Henriette, elle est veuve, et c'est une veuve qui dit du Gabon que le Gabon c'est un Far West qui s'ignore. Parce que, évidemment, les gens se comportent, mais vraiment de manière très, très violente. Ouais, ça, on rappelle aux auditeurs, alors on est passé de Brigitte, maintenant Henriette, c'est un deuxième exemple. Mais là aussi, quand on parle de Far West, c'est un Far West qui s'ignore. Mais bon, en réalité, le Far West, c'est la naissance des États-Unis. La naissance du pays le plus capitaliste du monde, du modèle capitaliste. C'est-à-dire le pays qui va être organisé sur la base de l'argent. La vie, c'est l'argent, le time is money, tout autour de l'argent. Et donc, l'argent, c'est la valeur suprême. Et si le Gabon est un Far West, c'est parce que dans son avenir, dans son futur, il est déjà dans le futur, dans le rêve américain. Le Gabon est déjà enfermé, enclos dans le rêve américain. Et ça, c'est le cas de Henriette. Et l'autre cas, c'est le cas de cette enseignante, une retraitée. Vous m'avez dit, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces personnages? C'est une enseignante retraitée de l'université et qui me raconte, j'étais très surpris, que professeur, voyez-vous, toutes les poubelles, tous les immondices, tous les amoncellements d'immondices là, mais là, leur fonction véritable, c'est de pousser le peuple à s'énerver, à crier sur le pouvoir, les gens qui détiennent le pouvoir, parce qu'ils en ont besoin. Je dis, moi je ne comprends pas cette logique-là, ça veut dire quoi? Il dit, mais professeur, vous êtes naïf. Le pouvoir a besoin de savoir qu'il existe. Et il existe par la souffrance qu'il inflige à ces gens-là. Parce que si ces gens-là ne souffrent pas du fait que lui, il existe, mais il n'existe pas, ils deviennent complètement indifférents. Donc, l'existence de ces gens ne peut s'affirmer que par la colère. C'est la colère des gens. Quand quelqu'un vous voit, il s'énerve, mais c'est là que vous existez. Il ne s'énerve que parce qu'il ne peut rien contre vous, il vous insulte, mais c'est parce que vous avez du pouvoir, vous faites quelque chose que lui, il ne peut pas faire contre vous, parce que vous ne pouvez pas vous énerver. Et donc, énerver ces gens-là, insulter ces gens, à les amener à insulter, c'est faire exister. Je dis, mais c'est une dialectique diabolique qui dit, mais c'est comme ça. Et c'est une femme, c'est une dame de la grande société. Elle est retraitée, mais elle vit dans le monde de la classe des dominants au Gabon. Donc, elle sait de quoi elle parle. Alors, et donc, c'est le monde de gens qui ont le pouvoir, le monde de gens qui ont de l'argent, le monde de gens qui ont la possibilité de transformer la vie des Gabonais, puisque le Gabon est très riche. La vie des Gabonais, on vit. Et puis le pays n'est pas peuplé, il n'y a pas beaucoup de gens. On peut donner à chacun, à tout un chacun, le nécessaire, utile pour qu'il puisse vivre normalement. Et voilà. Et donc ça, c'était l'enseignante Henriette, je sais plus très bien, mais enfin. Et puis il y a l'autre récit, celui-là, il n'est pas fait par une Gabonaise ou par un Gabonais. Il est censé être fait par le commandant Cousteau, qui dit que dans l'estuaire de Libreville, en fait, sous la mer, il y a un développement. Le Gabon, c'est le grand centre de la spiritualité. Le Gabon, etc., qu'il faudrait en parler au pape, etc., etc. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a en commun avec tous ces gens-là? Ils parlent du pouvoir. Ils parlent de la puissance.
ils parlent de la domination. Et ils le disent dans des termes qui, à l'analyse, révèlent que ce pays, effectivement, c'est un Far West, c'est une utopie américaine, mais en réalité une dystopie. Je ne sais plus qui d'autre. Alors, si on revient au cas de cette femme qui vit avec cette chose qui la rend, qui la fait jouir de manière océanique la nuit. Le mari de 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 nuit. Et c'est un phénomène très répandu aujourd'hui, qui est très publicisé dont les églises pentecôtistes font le commerce. Et les témoignages, il suffit d'aller dans les chaînes de ces églises, télévision, pour entendre les gens qui parlent des maris de nuit, des maris de nuit, des maris de nuit, et cette sexualité onirique mais toxique et qui mortifère, et elle se généralise. Pourquoi? Par le pouvoir de l'abstraction. Je vous parlais de l'abstraction tout à l'heure. Le mari de nuit est une abstraction, mais cette abstraction, elle est matérialisée par quelque chose. Ces femmes ont besoin d'avoir des enfants qu'elles n'arrivent pas à avoir. Et généralement, toutes ces stérilités sont généralement secondaires parce qu'il y a eu au départ des avortements sauvages, des choses comme ça. Et au moment où on veut maintenant avoir l'enfant, ça devient compliqué. Et elles n'ont pas de travail, ou elles cherchent du travail parce qu'elles n'arrivent pas à trouver du travail. Elles n'arrivent pas à se situer, à trouver un mari. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde qui vit dans cette abstraction que matérialise l'idéologie capitaliste dans sa modalité néolibérale. Donc, vous voyez qu'il y a ces discours de ces gens ont en commun de traiter de la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ce monde qui fait qu'une abstraction rêve, et le rêve de l'abstraction devient le lieu de vie des vivants qui se transforme en image vivante de l'abstraction. Et c'est ça ce que j'appelle la valeur la valeur, c'est une abstraction, mais le corps de la valeur, c'est de l'argent. Et aujourd'hui, ça devient même très, très compliqué parce que l'argent liquide, au moins, on pouvait le toucher. Hein, l'argent liquide, on le touche. Mais aujourd'hui, l'argent devient de plus en plus virtuel. Les billets de banque, quand je regarde autour de moi, quand on va acheter des tickets de métro, de train et tout ça, tout le monde, ceux qui vivent chez vous, ici en Occident, ils ont des cartes. Mais moi, je viens de mon Afrique, de mon Gabon, c'est moi qui vis avec des billets, c'est moi qui suis encore dans le cash avec le liquide. Et parfois, on me rejette, on dit, mais monsieur, vous n'avez pas une carte? Il dit, non, madame, je n'ai pas de carte. Ah bon, mais écoutez, c'est bon. Et on appelle la collègue, est-ce que tu ne peux pas venir régler? Parce que le liquide commence à poser problème. Donc, c'est de plus en plus de l'abstraction. D'ailleurs, vous entendez un petit peu, enfin on dit que c'est des complotistes qui le disent, vous entendez que apparemment on est en train d'aller vers un monde où ça va être que l'abstraction. Il n'y aura plus de liquide. Ça craint, ça craint. Hein? Ça craint. Tiens, moi vraiment j'étais partie, je disais, il faut que je sache que j'ai l'avis du sociologue, voilà, sur cette histoire de mari de nuit. Dont parle la dame, et c'est pas la première fois que j'en entends parler, surtout en Afrique. J'ai eu quelqu'un du Congo aussi qui en parlait, et bon, on s'interroge, hein, on s'interroge quand même. C'est des rêves, c'est des drôles de rêves quand même. Mais vous savez, cette abstraction, il faut la qualifier, c'est une abstraction réelle, puisque ces femmes, quand elles me décrivent ce qu'elles vivent, et quand même quand elles décrivent, font des témoignages dans les églises, elles disent qu'elles vivent cela de manière physique. De manière physique. Elles disent même qu'au réveil, elles ont des traces de sperme dans leur corps. Vous savez, et j'en ai parlé à la conférence que j'ai donnée à Louvain-la-Neuve il y a 2 jours. Et
Et un ancien prêtre théologien devenu anthropologue très érudit, qui écrit beaucoup de livres, qui est très respecté là-bas, un universitaire très respecté, qui a vraiment une notabilité, une autorité scientifique. Mais comme il connaît bien le monde chrétien dont il fut un prêtre, il m'a dit, mais Joseph, mais ce que tu racontes là, tu sais, ici en Occident, ça a existé. Et souviens-toi de Thérèse d'Avila. Elle avait un rapport très sensuel, très sexuel avec le Christ. Elle avait cette relation-là. Oui, Thérèse d'Avila, c'est ça. Thérèse d'Avila. Et moi, je me suis souvenu à ce moment-là d'une dame que j'avais enquêtée à Brazzaville, il y a 30 ans, qui avait un carnet comme celui-là, où elle racontait par le menu toutes ses rencontres sexuelles, intimes, avec le Christ toutes les nuits. Oui, véritable abstraction, effectivement. Bon, alors on ne va pas terminer quand même sans parler de l'activité de la mort à Brazza. Ça m'a intrigué. Vous pouvez nous dire un mot là-dessus, assez rapidement, l'activité de la mort à Brazza. Non, j'ai fait une enquête de terrain, comme je vous ai dit, je suis sociologue et anthropologue et puis écrivain aussi, donc j'ai besoin d'aller sur le terrain faire des enquêtes. Et j'étais très surpris en 2018, quand je suis allé faire du terrain à Brazzaville, où j'ai enseigné pendant 12 ans, je vous le rappelle, et le jeune homme qui m'accompagnait sur le terrain me dit, mais professeur, est-ce que vous voyez ces banderoles là? Je dis oui, c'est qui là? Il dit non, ce sont des gens qui sont morts, mais dont on présente l'image. Moi j'ai vécu à Brazzaville, je n'avais jamais connu ce phénomène. Je dis ah bon, j'en parle dans le livre pour ceux que ça intéresserait. Mais là où ça m'avait frappé, c'est quand il m'a dit que aller à la mort, c'est aller vivre un peu. On y va, les gens vont à la mort, vivre un peu, c'est l'activité. Je lui dis, comment ça l'activité? Mais c'est ça, on va dans les veillées mortuaires, on va à l'activité. Alors là, à Libreville, on parle d'aller à la mort, une étrange expression, mais qui veut dire que bon, on va à la veillée mortuaire, mais ici on va à l'activité. Et on va à l'activité pour vivre un peu. Vivre un peu, c'est-à-dire faire la fête, quoi. C'est ça, ou bien? Vivre un peu, faire la fête, mais plus grave que ça. C'est-à-dire que à la veillée mortuaire, vous pouvez avoir du café gratuit. Vous pouvez avoir du pain. Vous pouvez boire de la bière gratuitement. Et surtout, si vous êtes assez entreprenant, si vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez réellement servir les grands qui viennent au veillées et qui ont des yeux sur certaines belles personnes qui sont là et que vous pourriez arranger cette situation. Mais le grand vous aide en échange de votre service. Qui vous donne quoi? Il vous donne de l'argent. Et vous devenez son petit à ce moment-là et vous servirez d'intermédiaire. C'est-à-dire que le lieu de mort devient le lieu de vie. Parce que la vie quotidienne, elle est assimilée à une vie difficile. Ou pour manger, pour se déplacer, pour s'habiller, pour boire, etc., c'est extrêmement difficile. Or, avec les cotisations, la solidarité autour des morts, parce que la solidarité autour des malades n'existe pas, elle est très, très faible. Mais c'est à l'occasion des morts, de la mort, que les originaires d'une province, les originaires d'un district, les originaires d'un quartier, tous se retrouvent et se cotisent. Et là, on vit. C'est-à-dire la mort devient un lieu de vie. Et là, on y va pour vivre. Et c'est ça l'activité. Ah oui, clair. Alors, on va parler des web. Vous parlez des web à un moment dans votre essai. Qui sont les web? Qui sont les web? Et vous dites en fait que ces hommes africains, hommes et femmes, contribuent au renforcement vous dites que les hommes et les femmes africains contribuent au renforcement des web
dans le rêve de la valeur. Alors, oui, c'est une affaire très très sérieuse, très grave. Qui sont ces web? Alors, les web, c'est pas moi qui ai forgé le concept. J'ai lu un texte d'un sociologue suisse qui enseigne au Gabon. Il s'appelle Pascal Hug. Et Pascal Hug a eu l'amitié de me partager son texte, de me donner son texte. Dans le titre, c'est Noir pour blanc, ethno-écolo branché, voyager virtuellement dans un restaurant africain réel, Alinéa, publié dans une revue qui s'appelle Alinéa, etc. Alors, qui sont les web? Alors c'est un exemple que je tiens d'un travail réalisé par un sociologue suisse qui enseigne au Gabon. C'est un enseignant-chercheur qui est là-bas et qui s'appelle Pascal Hug. Il a publié un article dont le titre c'est Noir pour blanc, ethno-écolo branché. Alors les web, ce sont les white ethno-écolo branchés, les web. Et vous voyez qu'il y a quelque chose qui ressemble à, disons, à l'univers un peu des bobos, des hippies, bon, tous ces gens qui sont un peu, qui se situent un peu à gauche et qui sont être très sympathiques avec les Noirs, sympathiques avec les Blancs, les Africains, qui aiment l'Afrique, qui aiment la culture africaine, etc., qui vont en Afrique en portant des chemises en wax et qui portent des sandales, des choses comme ça, qui sont très sympathiques. Et Pascal Hug dit ceci, qu'en réalité, ces gens-là, et lui-même il est européen, c'est un Suisse blanc, donc il y a des Suisses noirs, il dit ceci, que le rêve de ces gens-là, de ces web, et il est en fait dans leur inconscient, l'Afrique à laquelle ils ont affaire, l'Africain auquel il a affaire, c'est le primitif en fait. Ils ne se l'avouent pas. Mais en réalité, c'est ça. Ils ont affaire au primitif, ils ont affaire au bon sauvage près de la nature. C'est pas moi qui ai écrit ça sur ces termes. Ils ont affaire au bon nègre, doux, sociable et rieur. Vous savez, les Africains, comme les éclats de rire des Africains, c'est connu. Du grand enfant, évidemment, ce sont les grands enfants qu'il faut dresser éventuellement à la chicotte, hein, parce que la chicotte coloniale, c'était fait pour ça. Il faut dresser nos enfants noirs. Il est naïf, bien entendu. Mais comment ne pas être naïf dans une civilisation que vous ne maîtrisez pas? Vous croyez bêtement et naïvement ce qu'on vous dit et vous vous faites avoir. Donc ils sont naïfs et tout disposés à recevoir la civilisation. L'Africain est associé à la nudité, hein, pour les web là. L'Africain est inférieur, bien entendu, et le devoir vis-à-vis de qui on a le devoir de l'aider. C'est le continent à l'agonie, plein d'enfants squelettiques et de réfugiés. L'Africaine soumise à l'ordre polygame, etc., etc. Donc, ces web, ces white écolo branchés, ethno-écolo branchés, qui sont sympathiques, hein, et qui veulent être vraiment sympathiques, qui sont proches de ces pauvres Africains, avec le polygamie, mais ils condamnent plus ça, c'est l'Afrique, etc., etc. Toutes ces images habitent leur inconscient. Mais ce sont des images racistes. Mais ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience d'être racistes. Ils ont au contraire conscience d'être proches des Noirs, proches des Africains, avec tout ce schéma-là dans la tête. Et je vais vous donner un exemple. Nous avons reçu, j'ai organisé dernièrement, il y a quelques mois, un colloque sur le sexe postcolonial à Libreville. Un grand succès. Et il y a eu un chercheur venu d'Occident, je ne dirais pas quel pays, l'Amérique latine aussi, on peut la situer aussi dans cet Occident-là, et qui vraiment se présente vraiment comme l'homme qui de gauche, hein, libéral, qui est pour la cause africaine, pour la cause des Noirs, etc., etc. Et ce que je vais vous dire, vous allez vous rendre compte que c'est exactement le cas des web, là. C'est lui, effectivement, c'est un web. Il n'a pas mangé la nourriture qui a été
traités par des maisons qui apportaient la nourriture pour nourrir les conférenciers, les gens qui étaient là. Lui, il ne mangeait pas cette nourriture. Il ne mangeait que des biscuits parce qu'ils sont protégés. Ils se protègent des microbes. Et il ne buvait pas n'importe quelle eau. Il était très, très méfiant, mais il était sympathique. Son discours, c'est le discours vraiment de l'homme qui aime l'Afrique, qui aime les Africains, etc., etc. Mais il ne mange pas de la nourriture. Là, il mange des biscuits. Bon, ça encore, ça passe. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'à son hôtel, c'est lui-même qui le dit à mon assistante, qui est blanche, qui est portugaise. Et donc, ils ont des affinités. Bon, il a cru que, comme c'est une blanche, il pouvait lui dire des choses par solidarité raciale, mais là encore, c'est du racisme. Ils ne s'en rendent même pas compte. Et donc, il lui dit, mais tu sais, à l'hôtel, toutes les nuits, et je suis là depuis une semaine, toutes les nuits, j'ai une nouvelle Gabonaise, j'ai une nouvelle femme noire. Et il lui montre les photos de cette femme. Chaque nuit, il a une nouvelle prostituée. Chaque nuit. Donc, il s'amuse bien. L'Afrique, c'est quand même la sexualité. Il ne peut pas partir en Afrique et puis ne pas en profiter. En plus, je vis dans un camp d'hôtel, etc. Donc, il a les moyens. Il a beaucoup d'argent. Ils se sont donc à l'aise toutes les nuits. Et il montrait ces images de ces femmes qu'il avait. Chaque nuit, il a une nouvelle femme. Voilà l'exemple du white, écolo, ethno, machin, le web, branché. C'est celui-là. Celui-là qui parle pour la cause des Noirs, qui épouse la cause des Noirs, et qui en même temps agit selon des schémas de pensée très racistes, très colonialistes. C'est le genre de personne qui, parce que l'Occident, des chercheurs ou des entreprises occidentales ont fait des enquêtes sur le terrain en Afrique, ont fait des statistiques et tout et tout. Lui, il vient avec ces statistiques. Et donc, quand vous lui dites que mais non, ça passe pas, il dit mais non, c'est toi qui es dans l'illusion. Moi, j'ai les statistiques. Donc, moi qui suis là-bas sur le terrain en permanence, qui connais le terrain, lui qui vient de Paris, de Lisbonne, de Madrid, d'Anvers, lui parce qu'il a des statistiques qui ont été faites par des institutions internationales. Ces statistiques disent la vérité, et moi qui vis cette réalité, qui rencontre Brigitte, qui rencontre toutes ces personnes, ce que je lui dis n'a pas de valeur, parce que lui, il a des statistiques. Mais je ne sais pas ce qu'il vient faire, puisqu'il ne veut pas connaître une autre réalité que celle des statistiques. Donc, vous voyez le schéma mental de ce personnage. C'est ce personnage qui va vous dire, mais vous savez, les pygmées en forêt, ils meurent tous les jours de morsures de serpents, c'est une catastrophe. Et vous l'amenez voir les pygmées, et il pose la question aux pygmées, voilà. Et les pygmées disent, mais bon, la dernière personne morte d'une morsure de serpent, ça doit remonter peut-être à 15-20 ans, mais on ne meurt pas de serpent tous les jours, c'est pas vrai. Il dit, ah voilà. Là, ils sont entrés dans le discours pour les touristes. Ils ne disent pas la vérité. Et donc, face à ces gens-là, et là, par rapport à votre question, je vais vous donner la réponse. En quoi? Ma question, c'est en quoi les hommes et africains donc je vous ai décrit le white, etc., etc. En quoi les Africains vont entretenir ce colonialisme qui est dans la tête de ceux qui pensent être proches d'eux? Comment les Africains vont entretenir, vont intensifier, vont reproduire ce colonialisme? Mais parce que simplement, ils vont leur vendre ce à quoi s'attendent ceux-là. Et ils vont, par exemple, l'étude de Pascal Hugues porte sur les restaurants africains qu'il a étudié en tant que sociologue, il est allé sur le terrain, et il s'est rendu compte que dans ces restaurants, le white écolo branché, etc., mais retrouvait exactement, il avait la matière de son rêve, la matière de son racisme. Ça confirmait son racisme inconscient. Il voyait le nègre ailleurs.
le patron qui rit aux éclats, qui vient l'accueillir, qui l'embrasse, qui rit, qui le bouscule et tout ça. Bon, tous les stéréotypes racistes de l'Africain, il va les trouver. Mais l'autre les lui vend, puisqu'il entretient sa clientèle. En entretenant cette clientèle, lui se fait de l'argent. Bien entendu, son restaurant marche. Parce que ceux qui viennent, qui ont besoin d'exotisme, parce qu'ils vendent l'exotisme, qui est la création de la colonisation, ils leur vendent à ceux-là qui condamnent le racisme, qui sont contre le racisme, mais qui sont fondamentalement racistes dans la tête. Donc, vous voyez la relation de propriétaire à client, qu'étudie Pascal Hugues, c'est une relation où le propriétaire se fait de l'argent en offrant à ses clients web ce dont ils ont besoin, ce dont ils rêvent, et qui est constitutif du racisme dont ils sont inconscients. Et donc, ils reproduisent cette situation du dominant qui voit dans l'Africain l'homme nature, qui crie, qui danse, etc., qui est l'homme l'homme de la passion, l'homme de l'émotion. L'émotion est nègre, la civilisation, je ne sais pas moi, comme disait Senghor, etc., etc. Donc, voilà la réalité de la manière dont on vend. Et Mobutu avait une expression terrible, il avait dit à un de ses éminents cadres, et il dit, bon, les Blancs ont besoin de constitution, mais faites-leur une belle constitution. On lui fait aux Occidentaux, on leur ferait une très belle constitution zaïroise. Qu'est-ce qu'ils vont encore demander? Notre constitution est là, lisez-la. Et les Occidentaux, ils lisent la constitution et ils sont satisfaits, mais lui, il agit à sa manière. En dehors de ça, ce qui est écrit dans la constitution. Nous sommes dans la démocratie. Ils veulent la démocratie, mais créons les partis. On crée les partis. Mais les partis, ça fonctionne avec de l'argent. Mais c'est lui qui peut nommer qui il veut pour. L'argent, c'est l'argent, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la prédation des ressources. C'est de l'argent de la politique du ventre. Et qui maîtrise tout ce système, c'est celui-là, c'est Mobutu lui-même. Donc vous pouvez créer vos partis, mais vos partis n'ont pas d'argent. C'est partout pareil. Wow. Donc on offre à l'extérieur, à l'international, ce que l'international, oui, mais il y a des élections. Il y a eu des élections là-bas, oui, mais c'est très bien, on a envoyé des observateurs, en tout cas les élections se sont bien passées, etc., etc. Le président a été élu à 99%, et en tout cas c'est formidable. En tout cas, nous n'avons rien observé. Mais oui, et bien sûr. Et les autres valident. Et les autres valident. C'est ça. Waouh. C'est ça la dystopie. C'est ça. Vraiment, merci à vous, parce que c'est clair, hein, mesdames et messieurs, Afrodystopie de M. Joseph Tonda. Vous avez donc, comme moi, écouté toute cette édification, et vraiment, il est à lire. Lisez-le. On n'a même pas parlé de la moitié. On a peut-être parlé du tiers de ce qu'il y a là-dedans, mais vraiment découvrez. Il y a de tout. On parle notamment de Daniel Obono, savoir, voilà, ça rentre encore dans la célèbre phrase de Léon Ba, le Gabon a deux patries, voilà, le Gabonais a deux patries. Mais Obono, elle s'est rendu compte que le Gabonais n'a vraiment pas de patrie en France, quoi. Voilà. Et il y a de tout. Vraiment, lisez-le. Monsieur Tonda, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Alors, pour ceux qui sont en France, dans les meilleures librairies de France, hein, c'est un livre qui est un peu partout. À la FNAC, bien entendu, sur Amazon, ils peuvent l'avoir, en tout cas, ils peuvent le commander dans toutes les librairies de France. Et je crois qu'il est distribué aussi ailleurs, je crois au Canada aussi, et il va être traduit parce que après il y a deux de mes ouvrages qui sont en cours de traduction. Il y a un qui a été traduit aux États-Unis, en fait je suis en anglais, c'est Le Souverain moderne, il est déjà traduit. Celui qui est en cours de traduction actuellement à l'université Duke, c'est l'impérialisme postcolonial, il est en cours de traduction. Et celui-là va suivre. Donc, tous mes ouvrages, en tout cas au moins 3,
Il y a un qui est traduit, il y a un qui est en cours de traduction. Celui-là va être traduit aussi. Et puis, il y a d'autres qui vont venir parce que je n'ai pas fini d'écrire les pensées. De nous édifier. En tout cas, vraiment, merci, merci. La vie dans le rêve d'autrui. Vraiment, Afrodystopie. Ça vaut le coup, mesdames et messieurs. Lisez-le, hein, lisez-le. On en apprend, on en apprend. C'est vrai que c'est un essai. C'est pas si théorique que ça. C'est vrai, c'est pédagogique, c'est théorique, mais on ne s'y perd pas. On ne s'y perd pas. Franchement, je l'ai bien lu, j'ai vraiment apprécié et c'est la raison pour laquelle je tenais vraiment à vous inviter afin que vous nous édifiez là-dessus. Parce que c'est à savoir. Il faut vraiment, ça vaut le coup, il faut savoir ce qu'il y a là-dedans. L'afrodystopie, et pour moi ça change beaucoup de choses, hein. L'afrodystopie, effectivement, ça nous éclaire sur certains comportements, voilà, de nous-mêmes africains aussi, hein. Vous savez, c'est tout. Et surtout, on comprend en fait pourquoi l'Afrique, quelque part, accuse aussi un retard depuis les indépendances. On comprend aussi parce que les analyses sont tellement bien faites que on arrive un peu à lier les tenants et les aboutissants. On comprend un petit peu ce qui se passe dans le mental. C'est que, voilà, l'Afrique a été décolonisée, mais en fait, les mentalités ne sont pas décolonisées. C'est ça. En terminant, je me suis dit, c'est ça. Il y a la décolonisation, voilà, des mentalités n'est pas là. N'est pas là. Vraiment, merci à vous, Monsieur Tonda. Merci. Merci beaucoup. Merci voilà. À vous de m'avoir reçu dans votre émission. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter Monsieur Joseph Tonda qui nous a vraiment bien édifié sur son livre Afrodystopie, la vie dans le rêve d'autrui. Alors, ce que l'on va retenir, c'est que, ce que moi j'ai retenu, c'est que les sociétés africaines et afrodescendantes sont complètement plongées dans un rêve afrodystopique. Il subsiste une certaine violence des imaginaires colonialistes et impérialistes qui contribuent, qui conditionnent l'inconscient, les rapports de l'Occident avec l'Afrique. Mais aussi les rapports des États africains vis-à-vis de leurs propres citoyens. C'est ça. Pourquoi l'Afrique ne s'en sort pas jusqu'à présent? Quelles sont les valeurs authentiques africaines? On se demande. Monsieur Tonda parle à un moment dans son livre du principe de dévoration des vies par des abstractions. C'est... L'Africain est conditionné par quelle est la valeur. C'est plus, on est dans ce capitalisme, tout c'est par rapport à l'argent, tout c'est l'argent, tout. Ça explique en fait, quand on regarde bien pourquoi le continent ne s'en sort pas, parce qu'il n'y a plus de valeur authentique en tant que telle, c'est la corruption, c'est ça, tout tourne autour de l'argent, tout, c'est ça. Donc les chefs d'État africains, c'est pareil, sont entraînés là, dans cette spirale afrodystopique, et puis laisse crever leur population. Donc voilà, tout est dans l'abstraction. Monsieur Tonda explique que cette femme qui parle de mari de nuit, c'est dans l'abstraction parce qu'il y a d'autres souffrances, traumatismes, je dirais. Et vraiment, ce livre, lisez-le, il est vraiment à lire. Il est à lire. Ça nous donne beaucoup de réflexions par rapport au continent africain et au rapport colonisé-colonisateur. Voilà. Écoutez, vous aimez Parlons de livres, n'oubliez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, appuyez sur la touche subscribe, mettez le pouce, commentez et partagez. Je vous remercie, on se dit à très bientôt.